Les Français parlent au français. Les Français parlent au belge. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Vous n'avez pas la rêve, c'est 4 connards. C'est à écouter avant de se jeter par la fenêtre quand on est déprimé. Comme ça, tu sautes pas après. Bah si tu sautes, mais au moins t'as écouté un bon truc avant. Puis c'est le bordel aussi. Et vas-y, je te balance des poules. On essaie de jouer aux journalistes de France Inter. Sur Radio Campus. Radio Campus. Bonjour à tous, vous êtes sur les ondes de Radio Campus Bruxelles, il est 18h et vous écoutez la toute première émission de Vous n'avez pas la ref. Moi c'est Myriam et je serai accompagnée de mes chers acolytes, Jimmy. Bonjour. Zoé. Bonjour. Et Adrien. Wesh wesh la francophonie. Et durant l'heure qui va suivre, on va vous balancer des références culturelles en tout genre pour que vous ne puissiez plus jamais dire que vous n'avez pas la ref. Alors au programme du jour, des exploits sportifs, de la BD dépressive et des histoires pas nettes de deal de gâteaux. Mais avant tout, place au thème du jour, j'ai nommé l'instant fiction. Instant fiction, fiction, instant fiction. Qui c'est qui a pété son poteau? Bébé, faut que tu te lèves au boulot. Je peux pas, j'arrive pas. Oh non, pas encore. C'est toujours la même chose. Oui, comme un truc lourd dans le ventre. J'angoisse. Quelque chose. Qui c'est qui a sonné à la porte? Ah! Ça ne peut plus continuer comme ça. Allez, lève-toi et bouge cette couverture. Mais qu'est-ce que... Ah! Quoi? Tes pieds! Oui, bah quoi? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des pieds de porc. Lève-toi! J'arrive à marcher, mais j'ai envie de me rouler dans la boue. J'appelle le docteur et toi tu vas te bouger parce que moi j'en ai marre. Bonjour docteur. Bonjour, asseyez-vous là, enlevez vos vêtements. D'accord. Respirez profondément, expirez par la bouche. Ouvrez la bouche et faites A. Ah. Étrange. Recommencez. Ah. Définitivement étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Encore une dernière chose pour confirmer, je vais regarder dans vos oreilles. Alors voilà, maintenant on avance. Non, attendez, je vais recommencer. Voilà, on approche. Qu'est-ce qui m'arrive, doc? C'est bien ce que je craignais, une ref oubliée. Une ref oubliée? Oui, une référence culturelle. Elle vous a probablement marqué pendant votre enfance. Vous l'avez oubliée, mais elle non. Elle veut sortir, elle veut que vous vous souveniez d'elle. Alors elle vous fait des signes comme vos pieds de cochon. Et vous pouvez m'aider? Non, malheureusement non. Je l'aperçois dans vos oreilles, mais je ne peux pas la déloger. C'est à vous de trouver cette ref. Oh non. Tenez, je vous donne l'adresse d'un ami, il est psychiatre, il saura vous aider. Il est ouvert le lundi. Cool. Bonjour. Bonjour. Alors, asseyez-vous, je vous en prie. Très bien. Alors on vient pour une ref oubliée. Oui. Tâchons de la retrouver, cette ref. Vous aimiez vos parents quand vous étiez enfant? Un peu. Pourquoi? Je sais pas. Ils vous emmenaient à la piscine? Le dimanche? Les jeux vidéo? Interdit. Le cinéma? Vite fait. Le livre? Comme dans un livre? Télé? Beaucoup. Bingo! Pied de porc, bon bruit de cochon, faut chercher par là. Qu'est-ce qui pouvait passer à la télé avec un cochon? Cochon, enfance, télé. Cochon, enfance, télé. Cochon, enfance. Babe! J'ai vu Babe! Le cochon, Babe? Exactement. J'avais 9 ans, le film passait à la télé, le cochon était emprisonné, le méchant voulait l'abattre pour en faire du jambon. J'avais peur. Et là, la pub, je dois aller me coucher, alors j'enregistre sur VHS. Le lendemain, après l'école, je mets la cassette dans le magnéto. Et là, c'est un autre film, 13 à la douzaine. Le film avec Steve Martin? Oui, C'est un super film. oui, mais j'ai jamais pu voir la fin de Babe le cochon. Babe, il meurt ou pas? J'ai jamais pu savoir. C'est très classique. Je fais quoi alors, docteur? Bon, je vais vous prescrire un visionnage intégral du film Babe, à regarder entre amis. Et si j'ai pas d'amis? Regardons-le ensemble. Alors comme l'a dit le docteur, on va parler des refs oubliés aujourd'hui. Un épisode un peu thérapeutique du coup dans lequel on va discuter de refs qu'on avait laissés au fond de nos mémoires respectives ou collectives. Et puisqu'on vient d'évoquer Babe le cochon, il me semble Adrien que ta première ref est tout aussi mature, dis-nous tout. Tout aussi mature, mais tout aussi universel, puisqu'on va parler d'Henri Dess et on va s'écouter tout de suite l'extrait du morceau La Petite Charlotte.
Pan pan pan, qui est là? C'est la petite Charlotte. Pan pan pan, qui est là? C'est la petite Charlotte. J'aurais besoin d'un fourneau pour faire mon gâteau. J'en ai pas, débrouille-toi comme ça. J'aurais besoin d'un fourneau pour faire mon gâteau. J'en ai pas, débrouille-toi comme ça. Pan pan pan, qui est là? C'est la petite Charlotte. Pan pan pan. Et oui, Henri Dess. Pour moi, ça a la saveur des longs trajets en voiture, des sandwichs au jambon et des miettes sur le fauteuil. Mais on a tous quelque chose en nous d'Henri Dess, comme le chantait Johnny Hallyday, comme Marion Clavy dans les commentaires YouTube de la vidéo La Petite Charlotte qui dit « J'ai 25 ans, je suis ému, c'est mon enfance. Merci Henri Dess, je pense que c'est grâce à toi que je suis autant passionné par le chant. Tu as bercé mon enfance. » Smile et sourire. Ou encore Valérie M qui dit « J'ai fait grandir ma fille Charlotte qui va sur 16 ans et je l'ai écoutée également quand j'étais jeune. Lol, oui, j'ai passé les 40. » Ou bien de Hellgamer 2PZ qui dit « Va te pendre, sale pute. » Wow, c'est violent. Il doit peut-être connaître la petite Charlotte. Elle avait peut-être mangé son gâteau. J'arrive pas à savoir de qui on parle dans cette chanson. C'est qui, Charlotte ou le narrateur qui prépare un gâteau? À la fin, ça fait « Qu'as-tu fait pour mon gâteau? Mon gâteau tout chaud, rien ma foi, ben tu n'auras pas. » Mais du coup, c'est qui a pas de gâteau? Bah c'est Gamer DPZ là. Ouais, peut-être. Revenons sur Henri Dess. Alors, j'ai fait mes petites recherches et j'ignorais un paquet de trucs sur Henri Dess. Par exemple, il est suisse et bah ça s'entend pas, hein, c'est ouf. Il est arrivé 4e de l'Eurovision pour la Suisse en 1970. Henri Dess, c'est 11 disques d'or et 5 millions d'albums vendus entre les années 80 et aujourd'hui, ainsi qu'une dizaine d'écoles maternelles entre la France et la Belgique. Mais il a également connu la misère, la crasse et les nuits sous les ponts quand il est arrivé à Paris dans les années 60. Il a récemment lancé un nouveau projet, The Grands Enfants, je ne sais pas s'il faut faire la liaison, où il reprend ses vieux titres avec des arrangements plus rock. Visiblement, ce grand monsieur fait sa petite crise d'adolescence et du coup, j'ai fait une petite adaptation si Henri Dess écrivait aujourd'hui La Petite Charlotte. Oh, putain. Pan pan pan, qui est là? C'est la petite Charlotte. J'aurais besoin du Tosma pour faire mon bédo. J'en ai pas, débrouille-toi comme ça. Pan pan pan, qui est là? C'est la petite Charlotte. J'aurais besoin d'un garrot pour prendre de l'héros. J'en ai pas, débrouille-toi comme ça. Pan pan pan, qui est là? On va s'arrêter là. Ouais. Donc Merci, du coup, Henri Marie. Dess, qu'est-ce que vous en pensez? Alors Henri Dess, voilà, ça y est, encore une fois, moi j'ai été le voir en concert, c'est mon premier Improbable. concert avec ma maman et mon cousin, voilà. Qui a beaucoup de courage. Oui, ma maman qui a beaucoup de courage, mais tous les parents ont beaucoup de courage en fait. Oui. Mais justement, moi, Henri Dess, c'était pas du tout quelque chose que j'écoutais parce qu'en fait, je pense que mes parents en voiture, ils avaient juste envie d'écouter France Inter, donc ils mettaient pas du tout de trucs d'enfants, ou ils mettaient de la musique, mais genre du Brassens ou des trucs qu'ils aimaient bien eux-mêmes. Mais ouais, ils détestaient mettre des trucs hyper enfantins, genre Henri Dess. Bah là en plus quand on regarde les clips vidéo sur YouTube, c'est quand même assez affligeant. Enfin, c'est pas ça élève pas beaucoup. Non, pas les enfants, spécialement. et le vocabulaire est pas très varié non plus, mais on aime la petite Charlotte. Hein, Adrien, Moi, je pense que t'inquiète c'est pas, une hein. musique, un morceau sur le partage. Ah ouais, vas-y, fais-nous ta petite analyse. Donc c'est une musique de gauche. Peut-être, je te laisse en juger, mais pourquoi pas, ça peut peut-être dire certaines choses. Oui, bon, j'ai pas grand-chose à dire sur Henri Dess, hein, personnellement. Écoute, mes parents ne mettaient pas ça dans la voiture, concrètement, parce que ça saoulait mon père. C'est mon père qui choisissait les musiques à mettre dans la voiture. Donc j'ai été élevé à Queen et La chance. autres groupes de rock un peu kitsch. Mais Henri Dess, je ne suis pas passé par là. Bon, eh bien, parlons passement de jambes. Adrien, quelle est ta prochaine référence? Alors, ma deuxième référence est un documentaire sur une personne très célèbre, un sportif de haut niveau, une légende venue des bas quartiers. Alors, la team, je parle de qui? Rocky Balboa. Billy Elliot? Et non, je veux parler bien sûr de Zidane, un portrait magnifique du grand joueur esquissé dans le documentaire Zinedine Zidane comme dans un rêve. Documentaire réalisé en 2002 par Alix Delporte qui retrace la carrière du joueur alors pas encore terminée. ZZ commente ses plus beaux buts, donne une véritable leçon de football et surtout nous laisse entrevoir son âme. Le documentaire retrace son parcours de l'enfance à 2002 du coup malheureusement et s'ouvre avec l'extrait qui suit. C'est une relation d'amour. Parce que le ballon, c'est sa chose. Il lui appartient. Il lui donne. C'est un échange permanent entre les deux. Son pied, sa caresse. Son pied droit, son pied gauche.
son corps qui ondule. Il envoûte le ballon. Pouah, ça donne le niveau du machin. De toute façon, tu mets Zidane dans n'importe quel documentaire, c'est le feu. Mais lui, il possède la qualité d'avoir été écrit par le journaliste Grégoire Margoton et surtout, il est raconté par Jean-Louis Trintignant, que vous aurez peut-être reconnu. Pour ceux qui ignorent qui est Jean-Louis, c'est l'un des plus grands comédiens de la nouvelle vague. Il a joué avec Vadim, Romer, Chabrol et il est plus habitué à réciter de la poésie qu'à commenter des coups francs. Mais finalement, ne serait-ce pas la même chose? Alors Zidane est-il un poète? Puisque vous êtes là, je pose la question et je laisse ces deux génies y répondre. Si on écrit, on ne dit pas que ça va se passer comme ça, quoi. Même en écrivant, même en se disant que moi j'aimerais que ça se passe comme ça, mais bon. Mais c'est vraiment comme ça s'est passé. Donc c'est quelque part, ouais, c'est comme dans un rêve. Le petit vélo avance et le père continue de filmer. Un jour, le regard de son fils embrassera la ville pour lui donner un nouveau visage. Smaïl Zidane filme son fils Yazid. Dans le quartier à la Castellane, c'est le nom que tout le monde donne au petit cycliste. Plus tard, en regardant son portrait, les gens l'appelleront Zinedine ou bien Zizou. 20 ans séparent l'immense effigie du petit vélo. Marseille, où le père filme son minot tout bouclé. Marseille, d'où son fils un jour regardera la Méditerranée. Comme dans un rêve, le petit cycliste trace sa route. Sa mère ne doit pas être très loin. Aujourd'hui, elle peut... Alors la team, ça va bien? Je suis bouleversé, je tiens à le dire. Vraiment. Ça m'a sincèrement touché. Vraiment. Tu crois que tu vas regarder le documentaire du coup? Mais j'ai regardé une partie du documentaire, monsieur. Voilà, j'ai fait mes devoirs. Et je suis pas du tout branché sur tout ce qui est le milieu du foot en général. Mais là, on est sur un vrai portrait, en fait. C'est pas très footeux, en fait, comme documentaire. Ça se rapproche même de la RSC. Et c'est vraiment chouette. Enfin, cette opposition Trintignant et Zidane, la simplicité de la parole de Zidane, et de l'autre côté, t'as Trintignant avec sa grosse poésie, son espèce de gros lyrisme à côté. Ouais, rien que l'extrait, ça donne vraiment envie de regarder le documentaire. Carrière qui est vraiment toute calme. Ouais, non, c'est chouette. C'est vrai que ça marche bien le duo Zizou-Trintignant. C'est une belle combinaison, hein, un 1-2 qui fonctionne parfaitement entre la magie des mots de Jean-Louis Trintignant et l'élégance du corps de Zidane. Et comme on était un peu obligé, voici le récit d'un but somptueux inscrit par ZZ, raconté par ZZ et commenté par Trintignant, comme dans un rêve. Le 6 décembre 1995, Bordeaux affronte le Betis Séville en Espagne. Zidane réussit le geste qui qualifie les siens. Il est beau, quoi. Il est beau et je crois que ça fait partie des 3-4 plus beaux buts que j'ai marqués, quoi. Et je me souviens, moi, c'est Gaëtan Huard qui dégage, à 6 mètres. Il y a Anthony Baccarel qui est à la lutte avec un défenseur. En fait, on est pratiquement au milieu de terrain. Et le ballon tape une fois par terre et il m'arrive devant comme ça. Et je me dis, bon, il n'y a qu'une chose à faire, quoi. Plus, j'ai juste le moment de soulever un petit peu les yeux. Et en fait, dans les vestiaires, avant le match, il disait que ce gardien était tout le temps avancé, quoi. Donc, je sais pas. Ça s'est fait tellement vite aussi que, bon, à savoir si c'est moi qui ai marqué ou si on m'a aidé, quoi. Mais bon, parce que c'est vrai que ça va tellement vite qu'on se dit, merde, mais comment c'est possible, quoi. Donc, je me dis, bon, je me dis que j'ai été aidé quelque part, par qui? Une main tendue par le ciel que la paume trop humaine d'un gardien ne peut contrarier. Sous une pluie torrentielle, le pied gauche de Zinedine déclenche la foudre. Au bout de la courbe, parfaite, le gardien du Betis Séville est un pantin désarticulé. Les Espagnols ne s'en remettront jamais et Bordeaux s'ouvre les portes des quarts de finale où l'attend le grand Milan AC. Zidane buteur, Zidane génie, Zidane presque mystique. Alors pour moi c'est une ref oubliée parce que ça me rappelle mes jeunes années passées dans les centres de formation. Si vous voulez regarder le documentaire, il est disponible en intégralité sur Dailymotion. Alors petite respiration musicale peut-être. Alors c'est moi qui ai choisi le morceau du coup et je vous propose donc Les Villards. C'est un groupe rennais avec le morceau Démission pour Claire,
qui proclame le lancement du rêve général. Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Hé patron, prends ça dans ta trompe. Démission unilatérale, démission sans pré. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enculés. Elle attendra l'économie qu'on lui trouve un putain de sens. Et c'était Les Villards avec le morceau Démission, entre parenthèses, pour Claire. Et pour ceux qui sont au travail, ne faites rien qui puisse empêcher un geste irréfléchi. On trouve l'album des Villards donc sur le label La Souterraine, label presque plateforme de pop underground situé dans la ville de La Souterraine, dans la Creuse. Et vive la Creuse! On vit à la Creuse. Zoé, est-ce que tu veux continuer avec tes références oubliées? Volontiers. Alors moi, ma première rêve, ce sera donc Les Triplettes de Belleville, qui est un film d'animation franco-belge et québécois, écrit et réalisé par Sylvain Chomet. Il est sorti au cinéma en 2003 et depuis, on l'a un peu oublié. Alors bien que le titre du film mette en avant les personnages des Triplettes de Belleville, c'est surtout les péripéties de Madame Souza et de son chien Bruno que l'on suit. Madame Souza élève son petit-fils Champion. Champion qui n'est pas un enfant très actif, rien ne le passionne et tout l'ennuie, jusqu'au jour où sa grand-mère lui offre un tricycle et là, il découvre les joies du pédalier et quelques années plus tard, il se lance dans le Tour de France. Malheureusement, lors de cette course, il se fait enlever par la mafia française et alors commence une course-poursuite entre les kidnappeurs et la grand-mère de Champion qui va tout faire pour récupérer son petit-fils. Elle sera pour cela, aider des Triplettes de Belleville. Donc ce film d'animation, concrètement, c'est quoi? Presque pas de paroles, des personnages dysmorphiques et surtout beaucoup de références cachées. Les Triplettes de Belleville, c'est un film qu'on regarde avec un œil intrigué, un film où 1000 questions se posent. Pendant 1h20, on est à la fois absorbé, amusé et fasciné. Ouais, finalement, je pense que ce film est plutôt fascinant. Et d'ailleurs, quand le rideau se ferme, on est étonné d'avoir visionné un spectacle aussi burlesque que ça. Mais alors, pourquoi est-ce que cette ref, elle est oubliée? Pourquoi est-ce qu'on oublie les Triplettes de Belleville? Moi, dans diverses situations où je me suis retrouvée à parler de ce film, les réactions, c'était majoritairement des trucs comme « Ah mais oui, c'est vrai !» Donc, selon moi, c'est un film qui marque, mais pas tant que ça. Un film qui étonne, mais pas tant que ça. Et c'est avant tout un film qui divertit et qui mériterait surtout d'être remis sur le devant de la scène. D'ailleurs, quand je t'en ai parlé, Myriam, toi, tu m'as dit que t'avais mis longtemps avant de te décider à le regarder. Ouais, en fait, à chaque fois qu'on me conseillait le film, on me disait toujours des trucs du genre c'est le film le plus surprenant que j'ai vu, ou c'est super bizarre, mais en fait, on me le conseillait pas vraiment, ou on me le déconseillait pas vraiment. Et du coup, ça m'a intriguée, mais ça a été l'occasion, donc je l'ai vu. Et c'est exactement ça, en fait. C'est hyper dur d'en parler parce que c'est un film où à la fin, tu restes. C'est pas que tu restes sur ta faim, mais tu. C'est bizarre, il n'y a pas de morale en fait. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de morale. On sait pas quoi en tirer. Je pense que c'est aussi surprenant le fait qu'il n'y ait pas de dialogue. Même si les dessins sont incroyables. Du coup, le thème est vraiment hyper prenant, je trouve. Ouais. Et je pense que j'ai le plus aimé, c'est la caricature, le côté caricatural des dessins. Dans, par exemple, la mafia française, les hommes en costume qui sont hyper carrés, avec Enfin, tout est hyper caricatural, et je pense que c'est ça qui m'a le plus plu dans ce film. Moi, je vais vous dire, j'ai eu la malchance de regarder Les Triplettes de Belleville quand j'étais petit, quand c'est sorti, et malheureusement, je pense que c'est ce genre d'animation qu'on doit regarder quand on est ado, voire jeune adulte, parce que, en fait, j'en garde un mauvais souvenir, parce qu'en fait, ça m'a fait flipper, la manière, la musique, les dessins et tout ça. Du coup, j'ai un petit peu gardé un mauvais souvenir, et après l'avoir revisionné, c'est vrai que c'est complètement fou. Mais je suis assez d'accord avec toi, Myriam, c'est le genre de référence, on peut pas dire j'aime ou j'aime pas. C'est très difficile d'avoir un avis tranché sur les Triplettes de Belleville, et encore plus difficile de dire qu'on déteste et qu'on renie totalement ce truc-là. Donc voilà, je pense que c'est à travailler, mais c'est ce pan de l'animation française qui est vraiment, vraiment sympa, je trouve. Ouais, et puis comme tu dis, c'est cauchemardesque quand t'es petit, mais du coup quand tu deviens grand, le cauchemardesque c'est de l'absurde en fait. Exactement. Mais c'est ce qui est génial et à la fois étrange. C'est de l'absurde et puis ça devient source de curiosité, c'est là que tu peux vraiment t'intéresser à l'œuvre parce que c'est super mature comme truc. C'est clair. Bien sûr. Donc voilà, et des dessins aussi qui sont un peu particuliers, donc comme on disait, et d'ailleurs...
Ma deuxième rêve, c'est aussi quelque chose de dessiné. Donc, c'est une série de bandes dessinées qui ont été réalisées par Franquin à la fin des années 70. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de Franquin parce que c'est le papa de Gaston Lagaffe et de Spirou et Fantasio. Et donc, ce qu'on sait rarement de Franquin, c'est qu'il a connu une longue période de dépression. Et c'est au cours de cette période, justement, qu'il a créé Idées Noires. Donc, Idées Noires, c'est une série de planches qui ont été publiées de manière hebdomadaire dans le Trombone illustré, puis qui ont été rassemblées en un seul album en 2001. Donc, contrairement à Gaston Lagaffe, le style ici, c'est plutôt l'humour noir, qui reflète très bien cette période de la vie de Franquin. Alors, l'humour noir, on aime ou on déteste. En tout cas, à l'époque, ces planches ont vraiment connu un franc succès. Aujourd'hui, on en entend beaucoup moins parler que Gaston Lagaffe. Alors, peut-être parce que les gens ont tendance à moins lire de bandes dessinées qu'à l'époque, ou bien peut-être parce que l'humour noir n'a plus autant la cote. En tout cas, c'est une BD que je vous conseille d'aller checker. Vous pouvez trouver quelques planches sur Internet, et si le cœur vous en dit, foncez vers la librairie la plus proche pour en faire l'acquisition de cet ouvrage très divertissant. Ça se discute que l'humour noir n'a plus autant la cote, je trouve. Mais c'est mon avis après. L'humour noir évolue ? L'humour noir évolue et vit toujours. Mais ce qui est intéressant, on en parlait avant l'émission, c'est nous, on est donc des Français qui vivent en Belgique, et on se faisait la remarque on se faisait la remarque qu'en fait, en France, on adore l'humour noir, c'est vraiment l'humour prédominant et qui fonctionne bien. Et on avait l'impression qu'en fait, les Belges étaient moins réceptifs, ou c'était moins leur truc. Donc c'est intéressant d'avoir un Belge qui fait du vrai humour noir. Ça. Et puis surtout, là, l'humour noir, c'est sur la mort. En tout cas, cet humour noir, c'est sur la mort. C'est toujours des personnages qui vont mourir d'une façon complètement tragique, et on va en rigoler tellement c'est absurde, en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on rigole encore de ça ? Est-ce qu'on... C'est pas un peu de tabou en Belgique, de l'humour noir ? Je sais pas. Il y a eu avec les 30 ans de la mort de Desproges, là, récemment, on en a beaucoup reparlé de cet humour un peu décalé. Est-ce que ça a encore la cote ou pas ? Mais... En tout cas, c'est très différent de l'humour de Gaston Lagaffe, qui est un peu potache. Rien à voir, ouais. Et là, et puis, c'est pas quelque chose que tu peux lire enfant, je pense, Idées Noires. Alors, juste pour revenir et clore la parenthèse sur l'humour noir, je pense vraiment, pour le coup, c'est purement culturel, parce qu'on a, comment dire, nous, en tant que Français, on a cette manie, entre parenthèses, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes nous détestent, de se moquer un petit peu de tout, de prendre un petit peu les trucs à la rigolade. Et même quand quelqu'un fait quelque chose, on va chercher à un petit peu embêter, dénigrer et tout ça. Mal perçu à l'étranger, ouais. Et voilà, du coup, l'humour noir vient très très facilement. Et c'est pour ça, je pense que nos amis belges ne sont pas forcément moins enclins à faire de l'humour noir, mais c'est juste que c'est peut-être... C'est pas dans leur culture, quoi. C'est clair, ça fait 7 mois que je rame à faire des blagues sur la pédophilie. C'est affreux. Oh là là. C'est un sujet encore sensible, mais on va y arriver un de ces jours. Jimmy, tu as l'air sur ta lancée. Est-ce que tu veux proposer tes chroniques ? Oui, absolument, oui, parce que j'ai travaillé et du coup j'ai des chroniques à proposer. Tu as fait tes devoirs ? Ouais, mais j'aime bien dire que j'ai travaillé parce que c'est un truc que... Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un court-métrage. Donc un vrai court-métrage, 3 minutes au compteur, aucun dialogue et du noir et blanc. C'est un petit bijou d'arrêt-essai et ça s'appelle Doodlebug. Ça commence peut-être à vous dire quelque chose, mais je vais vous présenter un peu mieux cette rêve. Donc, en termes de scénario, de trame narrative, c'est assez simple. Donc si vous allez voir le pitch du film sur internet, vous allez trouver la phrase qui dit « Un homme poursuit une chose invisible avec une chaussure ». Voilà, bon, j'imagine que vous n'êtes pas complètement surexcité, mais bon, je m'égare. Moi, ça me fait envie. Ouais, moi, je trouve que ça fait envie, mais bon. Donc, Doodlebug est sorti en 1997 et met en scène un homme seul dans une pièce qui s'agite dans tous les sens. Il est armé d'une chaussure, il a les yeux écarquillés, la tête d'un type qui a l'air un petit peu dérangé, et ça va nous demander, en tant que spectateur, mais qu'est-ce qu'il veut écraser comme ça ? C'est quoi son problème ? Du moins, on va se demander ça au premier visionnage, parce que tout repose sur un twist. Doodlebug, c'est un tour de magie de 3 minutes, une sorte de paradoxe, une mise en abîme, qui joue à la fois avec le temps et les échelles de grandeur. Donc j'aimerais vous en dire plus en soi sur le contenu du court-métrage, mais si je vous révèle la fin, je vais tuer la surprise et ça va perdre un petit peu de son intérêt. Du coup, pourquoi je choisis cette rêve ? Parce que ce court-métrage qu'on peut aller trouver dans les méandres de YouTube, c'est en fait le 3e film de Christopher Nolan. Le Christopher Nolan, le mec derrière Inception, Memento, The Dark Knight et plus récemment Dunkerque. En 1997, il a sorti Doodlebug et il avait réalisé que 2 petits courts-métrages. Il était encore très loin des tapis rouges et il gagnait sa vie en réalisant des films d'entreprise et des clips institutionnels. C'était un peu la tristesse du coup. C'est un peu moins bien, ouais. C'est un peu moins bien.
Et en fait, c'est toujours intéressant d'aller voir les vrais débuts de grosses stars du cinéma ou de la musique parce que très souvent, il y a ce côté je déballe tout ce que je sais faire, je monte mon univers à fond, j'y mets tout mon cœur. Et Doodlebug, pour ça, c'est un cas d'école. En fait, si je devais résumer à quelqu'un qui ne le connaît pas, si je devais lui résumer le style de Nolan, je lui dirais d'aller voir Doodlebug parce qu'on a plein d'éléments qui reviendront dans tous ces gros films une décennie plus tard. On a le montage qui perd le spectateur dans les notions de temps et d'espace. On a l'obsession de faire des build-up pour retourner à chaque fois la situation et surprendre le spectateur. Et surtout, on a l'interprétation, la fin, qui est laissée libre à tout un chacun en fait. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Nolan. Si vous regardez un petit peu, là où moi je vois une astuce de mise en scène comme un tour de magie juste là pour divertir, d'autres ils vont voir la représentation d'une boucle sans fin qui représente la violence de classe, etc. J'ai trouvé ça sur internet. D'autres encore ils vont y voir une connexion avec ses futurs projets et ce genre de laisser l'interprétation au bon désir du spectateur, ça se répète dans Inception, si vous avez vu Inception avec la toupie, dans Memento, dans Insomnia. Et donc voilà, avec Doodlebug, on a tout simplement un gros concentré de Nolan en 3 minutes. Et c'est toujours sympa d'aller découvrir une origin story d'un grand réalisateur, donc foncez. Est-ce que tu sais s'il a bien fonctionné à l'époque ? Il a très mal fonctionné, Doodlebug. Il a très mal fonctionné parce que c'était un film de fin d'études et ça a été fait vraiment avec presque rien. Et en fait, ces deux premiers courts-métrages avaient déjà un petit peu plus fonctionné. Et ils avaient même reçu un prix, je crois, parce qu'il était dans une université de cinéma à Londres et il avait reçu meilleur court-métrage, etc. Et après, donc, il a fait ce Doodlebug et ce Doodlebug s'est pris une branlée monumentale, quoi. Et en même temps, maintenant que tu dis avec presque rien, c'est vrai que vu comme ça aujourd'hui, et en sachant que c'est le Nolan, j'ai pas été subjuguée. Mais quand tu me dis qu'il avait aucun moyen, il y a quand même des effets spéciaux et il est quand même hyper bien foutu s'il n'y a pas de moyens, quoi. Clairement, mais là c'est vraiment l'art de se débrouiller pour le coup, et tu le vois encore plus dans son premier long métrage Following, qui a aussi été fait avec vraiment pas grand chose. Quand tu regardes, ça fait vraiment cheap, pourtant c'est du bon gros long métrage. On a du 1h40 je crois dans ces eaux-là, et là pour le coup c'est encore plus impressionnant que Doodlebug parce que tu dis le gars c'est vraiment démerdé, quoi. Mais même je trouve dans Doodlebug il a une capacité à faire un scénario hyper court et en même temps c'est très intense, je trouve. On passe par toute la palette des émotions. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été un peu, au début, intriguée, puis après un peu stressée, et à la fin, on se dit, ah ouais, d'accord, ok. Genre 5 secondes avant la fin, on se dit, ok, c'est bon, c'est ça qui va se passer. Et en même temps, le truc dure 2 minutes, quoi. Clairement. Ouais, c'est clair que c'est pas long, en même temps, ouais. Clairement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire pour répondre à ta superbe intervention, Zoé, qui était géniale. Mais tu m'as dit que toi, tu vas aller checker où toutes ces refs ? Je vais les checker sur YouTube. Voilà, parce que oui, je navigue énormément sur YouTube et c'est comme ça que j'ai trouvé ma deuxième référence du jour, du coup. Ma deuxième référence oubliée dont je veux parler, elle me tient vraiment, vraiment à cœur parce que le fait que ce soit une référence oubliée, c'est un petit peu un scandale. Je navigue donc pas mal sur YouTube et je suis abonné à une chaîne qui s'appelle Axolot. Donc c'est créé, écrit et réalisé par Patrick Beau, qui est également écrivain et animateur de radio à côté. Le concept de la chaîne, il est super original, ça reprend en fait le concept de cabinet de curiosité. On présente à chaque émission un lot de faits historiques ou actuels qui tournent autour de l'étrange et de l'étonnement. Et donc dans l'émission Axoportrait, où il retrace la vie d'une personne inconnue et oubliée, il a traité du cas de Marie Marvin, alias la fiancée du danger. Donc c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et vous avez sûrement jamais entendu parler de cette femme et pourtant donc, voilà, elle a un parcours qui est assez incroyable. Donc rapidement, c'est une femme en fait qui est née en 1875 en France et qui a vécu une vie d'exploit et d'accomplissement personnel comme très peu d'autres personnes peuvent s'en vanter aujourd'hui. Et à travers cette référence de la vidéo d'Axolot, je voulais quand même vous parler de ce personnage qui est réellement unique en son genre. Donc très jeune, il faut savoir qu'elle s'est illustrée dans une multitude de disciplines sportives, domaines qui à cette époque étaient réservés en majeure partie aux hommes. Donc pour en citer quelques-uns, le ski, le bobsleigh, la luge, le patinage, le cyclisme, l'escrime, l'alpinisme, et vraiment, j'en cite qu'une partie pour pas que la chronique dure 3 jours, quoi. Et elle a obtenu 17 titres mondiaux en sport entre 1908 et 1910, donc juste en 2 ans. Ça a été la première femme française à gravir les Alpes. Elle a obtenu 4 brevets d'aviation, première infirmière de l'air pendant la Première Guerre mondiale. Elle s'est énormément illustrée dans le soin aux blessés pendant 14-18, notamment en développant un service sanitaire aérien, en inventant des skis métalliques pour pouvoir transporter les blessés sur le sable lorsque l'on a affecté au front marocain.
Et le reste de sa vie, elle rallie la Lorraine à l'Angleterre en ballon pour la première fois dans l'histoire. Elle devient journaliste, elle est conférencière avec à son actif plus de 10 000 conférences sur l'aviation sanitaire. Et vu qu'il lui restait encore un petit peu de patate, en 1960, à 85 ans, elle pilote le premier hélicoptère à réaction. Elle effectue un Paris-Nancy à vélo, tranquillement. Il y a 1000 choses à dire encore sur les exploits de Marie Marvin. Mais je vous renvoie quand même vers la super chronique d'Axolot sur YouTube. Et donc, ce qui est curieux, c'est qu'elle est presque inconnue en Europe. Pas mal connue aux États-Unis, mais assez inconnue en Europe. Et c'est pourtant la femme la plus décorée de l'histoire de France. Et ça tient en majorité en fait dans le fait que c'est une femme. Il faut bien imaginer qu'à l'époque, tous ces exploits, ils ont dû être reconnus à l'arraché. Sachant qu'au début du XXe siècle, des femmes dans le sport représentaient, je cite, un danger dans l'équilibre des rapports sociaux. Marie Marvin, qui recherchait pour la citer l'exploit et la performance et non pas le loisir comme les femmes de la petite bourgeoisie, en fait, elle a été une partie de sa vie dénigrée et mise de côté. Alors qu'elle a quand même sauvé des vies énormément et elle a fait surtout avancer la science de la médecine militaire. Et elle a montré le chemin aussi. Ça a été un exemple quand même pour beaucoup de femmes, surtout aux États-Unis où elle est plus connue qu'en Europe, bizarrement. Moi j'ai adoré cette vidéo et en fait j'ai adoré cette vidéo tout autant que toutes les vidéos d'Axolot. Je suis une grande fan de sa chaîne et je vous invite vraiment en fait à aller voir comme tu disais cette chronique et toutes les autres vidéos parce que c'est vraiment alors je sais pas si on peut dire un vidéaste, on va dire, pas un youtubeur. C'est un vidéaste. Ouais, un vidéaste qui cherche son contenu précisément et c'est toujours exact, il peut toujours mettre ses sources en barre d'infos et je trouve que c'est rare, il fait partie de ces vulgarisateurs en fait et pour le coup il vulgarise hyper bien. Ouais. Et j'adore sa voix, voilà. Ouais, je trouve qu'il a une voix hyper paisible, hyper agréable, donc je vous invite aussi à aller voir ses émissions de radio. Et il y a une espèce de sigle de qualité en fait sur Ouais. Axolot. Quand je regarde une de ses vraiment. vidéos, je me dis ok c'est bon, je peux lourd. gober tout ce qu'il me dit, il n'y a pas de souci. C'est clair. Moi, je m'identifie beaucoup à cette Anne-Marie Vin, petite prolote. Marie Marvin. Anne-Marie Vin Marie Marvin. Marie Marvin. Cette petite prolote, moi aussi j'ai fait de l'alpinisme et quand même j'ai pas mal galéré quoi. Ouais. Merci Adrien. Du coup Zoé. Alors moi c'est fou mais je suis à moitié d'accord avec Myriam en fait sur le vidéaste en question parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à dire et c'est condensé en 8 minutes et à la fois on a envie de tout capter et on n'y arrive pas parce que ça va super vite et il y a un espèce de trop d'informations, pas assez d'informations, ou trop d'informations dites trop vite, je sais pas. Mais je trouve que l'idée est super bonne et j'ai appris plein de choses et j'étais ravie de faire la rencontre de la fiancée du danger par le biais de cette vidéo parce que vraiment c'est une femme incroyable. Enfin, rien que le fait de piloter un hélicoptère à 80 ans, je trouve ça... Avec les pieds en plus. Admirable. Apparemment, Vraiment on dit, admirable. la légende dit que ce serait avec les pieds absolument. Incroyable. Mais en plus, le pire c'est que je me demande toujours où il cherche ses rêves quoi parce que pour le coup là c'est vraiment une rêve oubliée, moi j'ai jamais entendu parler de cette femme. Après je pense que c'est ce genre de mec qui est un rat de bibliothèque. Oui vraiment. Et puis il cherche aussi beaucoup je pense dans d'autres langues et des contenus, tu disais qu'elle était assez connue aux États-Unis et pas en Europe donc mais elle est française. Mais elle est française, elle est parfaitement française. C'est fou. Et on n'en entend pas parler. C'est ça qui est fou. Incroyable. Comme le frère de Sarkozy qui est très connu aux États-Unis, mais personne ne le connaît en France. Qui est militaire. Comment, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, qui a un fils et dont on entend Non, pas moi je parler. parle du frère de Nicolas Sarkozy qui sort avec l'une des sœurs Olsen. Ah, moi je te parlais du fils qui est devenu militaire. Ah oui, non, mais ça c'est Louis Sarkozy, mais il est connu, il passe dans Paris Match et tout. Tellement pas. Moi je te parle du frère de Nicolas Sarkozy qui sort avec l'une des sœurs Olsen. Il est vrai. Qui est très connu aux C'est États-Unis. l'instant People. Alors c'est l'heure d'une deuxième petite respiration musicale. On s'écoute un groupe français qui s'appelle Les Yeux de la Tête avec le morceau Les Amoureux des Vents Publics. Comme c'est poétique. Ça fait 2 heures que je poireaute en bas de chez toi, 2 heures que je sonne, vas-y ouvre-moi, à peine 3 heures que je te connais et tu m'as déjà envoûté. Tu vas pas faire toute une histoire, regarde j'ai ramené ma guitare, je te chanterai des chansons. Et il a pas fini l'autre con. Nous deux je croyais que c'était pour la vie, on avait tant d'affinités. C'est pour ça qu'au bout d'une heure et demie je t'ai demandé de m'épouser. Mais c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser. Belle, je t'aime, on sera heureux jusqu'au bout du monde. Alors de retour dans l'émission Les Rêves oubliés, je pense que c'est à moi, donc je vais vous partager mes 2 références oubliées. Alors ma première référence, c'est un film d'animation français qui date de 2003 et qui s'appelle La prophétie des grenouilles. Il a été réalisé par Jacques-Rémy Girard. Et La prophétie des grenouilles, donc, c'est l'histoire d'un déluge prédit par des grenouilles qui va bouleverser la vie d'un enfant
paisible de 10 ans, Tom, et de ses parents adoptifs Ferdinand, qu'il appelle grand-père, et Juliette, qu'il appelle maman. Mais il y a aussi Lily, qui a 11 ans et dont les parents propriétaires d'un zoo s'en vont en Afrique chercher des crocodiles juste avant la catastrophe. Donc, au moment du déluge, tout ce beau monde, j'entends les 2 enfants, le couple et tous les animaux du zoo, se retrouvent dans une tour poulailler posée sur une chambre à air de tracteur trop gonflée, le tout flottant sur l'eau à la manière d'une arche de Noé moderne et déjantée. Je reprends mon souffle. Donc en clair, la prophétie des grenouilles, c'est un joyeux bordel aux couleurs douces, une embarcation bancale qui tangue au gré des airs de guitare de grand-père Ferdinand. Et pour moi, la prophétie des grenouilles, c'est un très beau souvenir. En fait, en 2003, j'avais 7 ans et j'ai assisté à ma toute première séance de cinéma. En tout cas, mon premier souvenir de l'expérience cinématographique dans le tout petit cinéma Le 7e art à Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme en France. Un tout petit cinéma donc avec une seule salle. Et j'étais allée voir ce film avec l'école. Et en fait, je me souviens d'avoir adoré ce moment. Être plongée dans un déluge, c'était à la fois génial et très effrayant pour moi. Et je me souviens notamment d'une scène avec la tortue qui m'a complètement terrifiée. Et surtout, ce dont je me souviens, c'est du retour à la maison où j'ai méticuleusement raconté tout le film à ma maman en l'aidant à vider le lave-vaisselle. Enfin, vu l'excitation, je suis pas sûre que j'ai été très productive, mais enfin, pardon maman. Donc voilà, pour une première expérience dans une salle de cinéma, la prophétie de grenouille, c'était juste parfait. Donc même si je le regarde plus aujourd'hui avec mes yeux émerveillés de petite fille surexcitée, je l'aime toujours autant, la prophétie des grenouilles. Du coup, je voulais vous demander, en fait, qu'est-ce que ça a été pour vous, la première expérience cinématographique ? Ok, alors je vais commencer, je vais prendre la main. Donc, la première fois que je suis allé voir un film au cinéma, c'était en 2000. Et je suis allé voir le film Dinosaure de Disney. Tu avais quel âge en 2000 ? C'était en 2000, c'était en avril, donc j'avais 6 ans. Oh, le vieux. Ouais, je sais. ouais, 93, représente. Du coup, j'étais allé voir le film Dinosaure, qui est un film de Disney, avec le début des images de synthèse, quelque chose de vraiment pas beau. Et j'étais, je me rappelle, allé avec mon institutrice de l'époque et son fils, qui dégageait une odeur vraiment... quelque chose d'incroyable. Vas-y, trouve un truc pour qu'on se donne à peu près. Donne-nous une petite idée, parce qu'on est à la radio, c'est pas très radiophonique. Alors, mettons que... Un truc qui pue, là. Ça vous piquait les yeux, tellement il pue. Ah ouais. Voilà, vous voyez, ce genre de choses, voilà, vraiment. Et donc, en plus, il me parlait pendant tout le film. Et du coup, pour échapper à cette affreuse puanteur, eh bien, en fait, je me suis réellement concentré dans le film, qui m'a aspiré, bien que le film en soi est pas terrible, faut l'avouer. Et du coup, je pense que j'ai fait le rapprochement en bossant sur ta référence, Myriam. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que ma passion du cinéma a commencé. C'est pour ça que maintenant, ça me calme complètement et ça me prend totalement. Mais du coup, maintenant, au cinéma, tu vas tout seul ? Ça t'a traumatisé ou... Oui, je vais tout seul. En plus, c'est vrai. Ah, voilà, c'est vrai, oui, je vais au ça. cinéma tout seul. Ouais. J'ai peur, voilà. C'est pour ça que si jamais je vais au cinéma, avec toi, ne sois pas vexé si je tourne la tête de l'autre côté. Ouais, voilà. C'est un réflexe de survie. Et toi, Adrien ? Moi, c'était La naissance d'une nation, mais j'avais trouvé ça beaucoup trop militant. Non, sinon, je me souviens d'être allé voir La prophétie des grenouilles. Ouais. Donc, c'était au cinéma aussi, une sortie scolaire. Et je me souviens très bien, j'étais à côté d'une fille. Elle s'appelait Coralie et elle faisait que de dire la grophétie des prenouilles. Je l'avais trouvée un peu bébête, du coup. Sinon, j'ai aucun souvenir du film. Et toi, Zoé ? Moi, le premier film que j'ai été voir, c'est Le voyage de Chihiro de Miyazaki. Eh bien, voilà, quelle culture. En 2001. Et ça t'a plu ? T'as un bon souvenir ? Ouais, mais j'ai un bon souvenir, mais je me souviens que j'ai eu très peur de l'abandon des parents, des cochons mais j'ai adoré. Et après, je jouais au voyage de Chihiro et j'étais la petite fille. Enfin, voilà. Mais c'est fou comme déjà juste voir un film au cinéma, c'est une sacrée expérience, même encore aujourd'hui. Ouais. Mais quand on est petit, enfin moi, ça m'a retourné. Ouais, et quand j'ai revu La prophétie des grenouilles là, il y a pas longtemps, même si je n'enlève rien au film d'animation, il est super. J'ai été un peu déçue, mine de rien, parce qu'à 7 ans, je le voyais vraiment comme le meilleur film que j'avais jamais vu. Alors, oui. C'était juste le premier. Mais si tu regardes bien, quand t'es petit, à chaque fois que tu vas voir un film, c'est le meilleur film que t'as jamais vu. Ouais, à chaque fois, tu vas en voir un autre. Ah, c'est encore meilleur, c'est encore meilleur. Alors qu'en fait, c'est juste camping. Hein. Exactement. C'est juste Franck Dubosc en slip, en fait. Voilà. Au cinéma, je pense que tu t'ennuies jamais, en fait, quand t'es petit. Ouais. Et du coup, tu sors toujours du cinéma en disant... Ah, c'était trop bien. Alors que maintenant, ça arrive souvent de sortir du cinéma en disant oh là là. Je m'ennuie rarement après moi au cinéma quand même, vraiment rarement. Ouais, c'est rare. Faut vraiment que le film. Les conditions font que tu t'ennuies rarement parce que t'as l'image en plein dans la tronche, t'as le son. Oui, mais parfois il arrive que le film soit pas terrible. Oui, puis quand tu payes 8 balles, t'as pas envie de pas aimer ton film. Hein. Ça. D'ailleurs, je le dis aux gens qui tiennent des cinémas, c'est lamentable. C'est cher. Bon, alors ma deuxième référence est assez différente. En fait, il y a 2 semaines, j'étais tranquillement dans mon cote et d'un coup, j'ai entendu une espèce de musique familière qui provenait de la cuisine.
genre un dialogue que je connaissais par cœur mais que j'avais pas entendu depuis vraiment longtemps. Et en fait, c'était mon coloc qui écoutait quelque chose. Alors, je vous fais écouter, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Alors, t'as déjà travaillé dans un salon funéraire? Non. T'as déjà visité un salon funéraire? Non. T'as déjà entendu parler d'un salon funéraire? Non. Vous vous souvenez? Oui, absolument. Alors, si vous n'avez pas la ref, c'est les 2 minutes du peuple. Donc, ce sont de petits sketchs audio à la base qui durent à peu près 2 minutes. Et c'est une série en fait de capsules qui a été créée par l'humoriste québécois François Pérusse. Donc, je me suis permise d'usurper la phrase de description Wikipédia parce que j'ai trouvé qu'elle était fantastique. Je cite: ces sketchs appelés par son auteur des capsules font la part belle aux calembours, non-sens et fausses publicités pour d'improbables articles au nom farfelu tels que les joints d'étanchéité pour conduits d'évacuation de climatisateurs De morgue. climatisateurs de morgue, effectivement, Alphonse Robichu. Robichu. Alors, cette série de sketchs a commencé en 1990 et elle s'est arrêtée en Europe en 2012 et au Québec en 2016. Et en fait, au Québec, elle a été remplacée par le Pérusse Express. Donc, c'est à peu près le même concept, en fait, mais basé sur l'actualité. Et pour le coup, j'ai aucune idée, mais vraiment, de comment j'ai connu ça et à quel moment j'ai commencé à écouter ça. Et en fait, je me souvenais seulement de l'épisode du salon funéraire. Là, j'ai réécouté les autres récemment et je m'en souvenais absolument pas. Donc voilà. Et vous avez découvert comment, alors, les 2 minutes du peuple? Alors moi, c'est vrai que je me souviens pas non plus avoir un jour découvert ça et j'ai l'impression que ça vient depuis longtemps. Mais le salon funéraire, c'est celle que j'ai réécoutée donc suite à l'émission. Et c'est vrai qu'elle est super drôle en fait. Enfin, ce qui est fou, c'est que c'est des toutes petites capsules donc de 2 minutes, donc on a forcément envie tout de suite d'en écouter une deuxième, puis une troisième, et puis finalement on peut passer des heures à écouter ça. Enfin moi je sais que je passe facilement 1 heure à écouter les 2 minutes du peuple parce que justement on en écoute plein. Et, puis c'est de l'humour simple, c'est juste comique de situation, des jeux de mots et ça me détend. Alors moi, pour la faire courte, j'ai découvert ça sur Dailymotion. Et en fait, c'était des gens qui s'amusaient à prendre ces sketchs des 2 minutes du peuple et qui les posaient sur des images de l'animé Naruto. Voilà. Et comme j'étais très fan de Naruto, j'ai vu sur Dailymotion Naruto / l'agent secret, qui est un mélange donc du sketch de Pérusse et de Naruto. Et donc je suis allé voir. Et du coup, à partir de mes 11-12 ans, j'ai découvert ça et j'ai pas arrêté d'écouter ça pendant toute mon adolescence. Réellement, je réécoute encore aujourd'hui. Donc pour toi, c'est pas une ref oubliée en fait, tu l'as toujours gardée. Non, pour moi, c'est pas une ref oubliée, clairement. Quand je me pose et que j'écoute les 2 minutes du peuple, ça dure des heures et des heures et des heures. Et puis ça me rappelle plein de trucs, vraiment. Et par contre, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est de l'humour qui est assez simple. Parce que... Non, pas simpliste, hein. Ouais. C'est pas simpliste parce que quand tu repasses dans les sketchs, moi je peux bien les avoir écoutés 100 fois, il y aura toujours un calembour que j'aurais pas saisi. Mais en fait, oui, d'accord, ok, dans ce sens-là. Après, je parle vraiment du salon funéraire. Hein. Ah, tu parles du salon funéraire, ok. En effet, c'est pas toujours simple, c'est assez subtil, mais le salon funéraire, c'est à la fois, je pense que les blagues sont assez dures à trouver, mais quand tu l'écoutes, en fait, c'est juste, c'est fluide, quoi. Ouais, clairement. C'est facile à tu capter, rigoles en fait, et ça fait rire tout le monde, en fait. C'est un truc, je trouve que c'est assez universel. Voilà, bon les amis, je pense que la fin est proche. Je propose qu'on se refasse un petit tour des références du jour. Alors Adrien, quelles étaient tes références? Zizou et Henri Dess, les 2 meilleures avant-centres que l'équipe de France n'ait jamais connues. On peut les retrouver où? Sur Dailymotion pour Zizou et Henri Dess dans toutes les bonnes librairies. Et n'oubliez pas que la photocopie tue le livre. Absolument. Zoé, quelles étaient tes références? Alors moi, il y avait donc les triplettes de Belleville de Sylvain Chomet, qu'on peut retrouver donc en film dans toutes les DVD Tech. Et Idée noire de Franquin, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Jimmy? Doodlebug de Christopher Nolan, disponible sur YouTube. Et La fiancée du danger, chronique du youtubeur Axolot, également disponible sur YouTube. Et pour ma part, c'était le film d'animation La prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girard et Les 2 minutes du peuple de François Pérusse que vous pouvez retrouver sur YouTube en intégralité. Alors avant de se quitter, je vous rappelle qu'on se retrouve tous les 3e vendredis du mois en direct sur Radio Campus 92.1 ou alors, quand vous voulez, sur notre SoundCloud Les Passantes dans la playlist Vous n'avez pas la ref ou encore sur notre chaîne YouTube intitulée Vous n'avez pas la ref. Et bien sûr, on vous attache en barre d'infos toutes les références avec les liens. Merci de nous avoir écoutés. Bon week-end à tous.